Rides, taches, boutons, rougeurs. Notre peau sait s'exprimer et souvent bien plus fort que nous. Elle réagit à nos émotions, à notre environnement, à notre stress. Et pourtant, on continue de l'envisager comme une simple surface à lisser ou à camoufler. Et si on commençait à la considérer comme un organe vivant, un organe à part entière, sensible, révélateur de notre équilibre intérieur et de notre santé? Je suis Marine Sanclement et le point commun de tout ce que je fais dans la vie, c'est la joie et le plaisir de vivre. Mais comment prendre vraiment soin de soi pour rester en forme plus longtemps? C'est la question que je vais poser tous les 15 jours à des experts de la santé, du mouvement ou de la nutrition dans votre podcast préféré, la Formule Longévité. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Mathilde Lacombe, entrepreneure engagée pour une nouvelle approche de la beauté, plus intégrative, plus holistique. Ensemble, on va parler de complexes, de relâchement cutané et d'injonctions esthétiques. C'est parti. Bonjour Mathilde, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Marine, merci pour l'invitation. Alors Mathilde, pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous avez évolué toute votre carrière dans l'univers de la beauté. Vous avez commencé comme journaliste pour la presse féminine et puis vous avez été un peu une pionnière de cette industrie, de ce qui est devenu une industrie des box beauté, en fondant Jolie Box qui est devenu ensuite Birchbox. Et en 2018, vous vous êtes réinventé une nouvelle fois et vous avez fondé M, qui est une marque visant à réinventer la routine de soins in and out, donc on en reparlera. Mais moi, pour commencer, Mathilde, j'aimerais bien que vous nous parliez du rapport que vous avez eu avec votre peau au fil de toutes ces années, parce que je vous lis depuis longtemps et je sais que c'est aussi votre peau et ces complexités, ces crises parfois, qui vous a conduit à repenser tout ça. Oui, merci déjà pour la petite intro. Effectivement, moi et ma peau, je pense que c'est une histoire un peu compliquée, mais finalement comme beaucoup de femmes et c'est ça qui résonne, je pense, avec M et pourquoi on a créé cette marque. Mais moi et ma peau, c'est déjà, je pense que le fait en fait de travailler dans l'univers de la beauté fait que forcément on voit les choses avec un prisme un peu différent et que du coup j'y porte une attention que probablement je ne lui porterais pas si j'avais évolué dans un autre univers. Et pour moi, c'est un peu comme quand on va chez un coiffeur et qu'il a une coiffure improbable et on se dit est-ce que je suis entre de bonnes mains? Je pense que c'est un peu pareil quand on travaille dans l'univers de la cosmétique. On se dit finalement, il faut un peu que je sois que je représente finalement ce que je prône. Et donc, je pense que j'ai peut-être tendance à me regarder trop au microscope par rapport à une femme lambda. Moi, j'ai de la rosacée et ça a été un peu le fil conducteur de ma réflexion et en tout cas de mon parcours entrepreneurial pour M. C'est cette rosacée qui est une maladie, on dit une maladie chronique inflammatoire de la peau, dont on entend beaucoup plus parler maintenant, mais qui finalement, moi, la première fois qu'un dermato m'a dit que j'avais de la rosacée, j'avais 22 ans, je crois, de mémoire. Et finalement, on n'en parlait pas. Enfin, moi, pour le coup, c'était vraiment la première fois que j'en entendais parler. Vous avez une idée du nombre de personnes qui sont touchées par la rosacée ou... Bonne question, mais honnêtement, je sais que c'est énorme et qu'en fait, pendant très longtemps, ça a été mal diagnostiqué et qu'en fait, parce que ça s'appelle acné rosacée, et très souvent, en fait, c'était un peu mis justement dans ce grand bain de l'acné et donc un peu traité comme de l'acné. Et de plus en plus, on se rend compte que voilà, c'est une pathologie à part et qui se traite complètement différemment de l'acné. Et donc, pour moi, ça a été un peu le point de départ ensuite d'un cheminement d'abord très personnel de juste moi et ma peau et pour finalement en arriver à M et de se dire je suis pas la seule en fait à avoir des problèmes de peau et que peut-être on a besoin nous les femmes d'une autre approche sur la façon en fait de traiter sa peau et de la voir et de la comprendre. Je pense que c'était surtout ça moi en fait Et à partir de quel moment, justement, vous vous êtes dit qu'il fallait peut-être traiter de l'intérieur aussi? Est-ce que c'est des recherches, des lectures, des expérimentations, une consultation avec... Ouais, franchement, ça a été plusieurs choses. C'est pour ça, quand je dis que c'est un cheminement personnel et qui, d'ailleurs, 8 ans après le commencement de M, n'est toujours pas terminé. En plus, avec la rosacée, je parle de rosacée parce que c'est mon cas, mais c'est quelque chose, en fait, qui est fluctuant et qui est toujours là. Et je pense que c'est ça qui est important, effectivement, quand on parle de la peau, c'est de comprendre, et moi c'est ça qui a mis du temps, c'est de comprendre que en fait ce n'est pas juste
une question de une crème, un traitement, un truc miracle qui va être la solution. Et donc pour répondre à votre question, moi ce qui a déclenché, c'est plusieurs choses en fait. Et c'est quand je parle de ce cheminement, c'est déjà de faire mes propres recherches, parce que je pense qu'on se heurte un peu à une médecine plus traditionnelle et voilà, il y a une sorte de diagnostic posé comme ça, un peu définitif. De toute façon, il n'y a rien à faire. La rosacée, ça se guérit pas. Donc, antibiotiques. Et voilà. Enfin, pour moi, c'était pas une bonne réponse. Et du coup, mais ça, c'est dans ma nature. Moi, je suis curieuse. Et du coup, si on me dit non à quelque chose, j'ai envie de comprendre et d'aller un petit peu creuser. Et donc, c'est là où j'ai commencé à creuser un peu plus le sujet de la nutrition, d'essayer en fait de comprendre. Donc oui, ça a été des rencontres avec une naturopathe, avec une nutritionniste, de vraiment. Et puis beaucoup Internet, les réseaux sociaux, même si on en était vraiment au tout début, mais c'est de faire un peu ces recherches par soi-même et de se dire qu'est-ce qui fait que ma peau est comme ça, alors que j'ai l'impression de tout faire bien. Moi, c'était un peu ça aussi, la frustration. Et on dit souvent que quand on devient entrepreneur, c'est parce qu'on a... c'est pas qu'on a une idée qui nous tombe sur la tête, c'est que non, justement, on a un problème et qu'en fait, on a envie de le régler, et que dans toutes les solutions qu'on nous propose, il n'y a pas la solution qui nous convient. Et moi, clairement, c'était ça, en fait. C'était vraiment d'abord d'arriver à bout de mes problèmes de peau à moi. Alors, vous l'avez un peu dit, vous avez parlé des réseaux sociaux, vous avez réussi à fédérer une grande communauté autour de ça. Pour préciser un peu pour ceux qui connaîtraient pas la marque, ça a commencé avec des compléments alimentaires pour la peau. Et quand on voit les témoignages, c'est vrai qu'on a l'impression que, vous avez aidé, mais transformé la vie de beaucoup de femmes et d'hommes aussi, j'imagine. Est-ce qu'on a tendance un peu à minimiser l'impact que peut avoir un problème de peau ? Ah oui, je pense complètement. Alors, beaucoup moins maintenant. Bien sûr, encore une fois, avec l'essor des réseaux sociaux, la libération de la parole sur plein de sujets, et même, là, on parle de problèmes de peau, mais je pense même à des sujets comme la ménopause, toutes ces choses-là, donc finalement, on parlait pas tellement. Et aussi, ce que je trouve assez important de noter, c'est que finalement, on va avoir 7 ans cette année, et en fait, 7 ans, donc c'est pas très long. Et pourtant, il y a 7 ans, donc moi, ça va faire 8 ans et demi que j'ai commencé à travailler vraiment sur et en fait, il y a 8 ans et demi, on parlait pas du tout ni du microbiote, on parlait pas de ce fameux axe intestin, peau, toutes ces choses-là. En fait, c'était vraiment, il fallait aller... L'info était là, mais pour une communauté très scientifique, des chercheurs, etc. Et elle n'était pas du tout vulgarisée. Et on n'avait pas fait en fait les connexions. Et c'est ça que je trouve assez fascinant. Et finalement, c'est dans une industrie de la cosmétique, en tout cas, qui est une industrie où on pourrait se dire mais encore une marque de cosmétique, il y a tout ce qu'il faut. Pour autant, moi, j'étais intimement convaincue qu'il y avait justement de la place pour une approche différente et vraiment si moi j'avais ce problème, je savais bien qu'il y avait d'autres personnes qui avaient ce problème. Et donc, vous parlez effectivement de ma communauté qui n'est pas énorme au regard, au final, de ce qu'on voit aujourd'hui avec des influenceurs vraiment dont c'est le métier, qui ont des communautés incroyables. Mais moi, vraiment, ce qui a fait que ma communauté m'a aidée à lancer c'est que ils me suivent depuis le tout début. Et j'ai toujours été très transparente sur mes problèmes de peau, tout ce que j'essayais pour ma rosacée, de toujours partager aussi bien ce qui marchait que les échecs. Et donc, je pense quand je suis arrivée avec ça faisait sens. Et il y avait vraiment ce rapport de confiance de beaucoup de femmes. On a des hommes aussi, on a des clients hommes, mais c'est sûr que c'est essentiellement Ça fait combien à peu près de pourcentage d'hommes, par curiosité ? D'hommes, c'est infime. Là, regardez encore les chiffres. Alors, je pense que c'est un peu tronqué parce qu'on le sait, il y a quand même encore beaucoup de femmes qui achètent pour leur mari. On le voit dans les leur mari, leur frère, peu importe. On le voit dans les témoignages de clientes qui vont dire mon mari est hyper content du complément cheveux, etc. Mais de clients vraiment sur le site, c'est même pas 2%. Après, à la boutique à Paris, c'est très différent. On a une clientèle qui est beaucoup plus masculine. Pas beaucoup plus, mais en tout cas en proportion, c'est plus équilibré. Et alors voilà, vous le disiez, la marque a évolué. Maintenant, vous avez lancé des compléments en lien avec le microbiome intestinal. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui sur ce rapport entre le microbiote et la peau ?
On en sait déjà beaucoup plus. Et ce que je trouve fascinant, c'est que la recherche, elle est loin d'être terminée. On découvre des nouvelles choses en permanence. Mais je pense que la première chose à retenir, et nous, encore une fois, ce qu'on essaie de faire, c'est d'une certaine manière, vulgariser au mieux l'information et de faire comprendre à toutes les personnes qui ont notamment des problèmes de peau, mais pas que. On pourra en parler après, mais c'est vrai que nous, on est arrivé avec M avec 3 formules de compléments alimentaires qui cherchaient à répondre aux problèmes d'acné, problèmes comme moi, rougeur, rosacée, et puis tout ce qui est déséquilibre hormonal, qui est aussi un sujet qui concerne beaucoup de femmes. Et c'était de faire comprendre que finalement, tous ces symptômes qu'on voit sur la peau, finalement, c'est un signe d'une inflammation en général qui vient de l'intérieur. Et ça peut aussi être une inflammation, bien sûr, de la barrière cutanée quand on a de l'acné, qu'on décape sa peau et qu'on essaye trop de traitements abrasifs ou ce genre de choses. Mais c'est en fait, si on repart de la base, et finalement ça paraît tellement évident c'est pour ça, j'ai toujours, on n'a rien inventé, c'est juste finalement de repartir sur du bon sens et se dire ça commence dans l'assiette déjà en fait, qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que j'ingère, et finalement qu'est-ce que mon corps essaye de me dire à travers soit ces rougeurs, ces boutons, et en fait je trouve qu'une fois qu'on voit les choses comme ça, on se dit bien sûr ça semble juste évident, pourquoi moi c'était vraiment ça, mais pourquoi on me l'a pas expliqué plus tôt en fait. J'en discutais hier avec Robin Ménage, qui est le directeur scientifique des cliniques Bouchinger, pour voir s'il y avait des études qui avaient été faites sur la peau, l'alimentation. C'est un sujet qui est encore peu exploré scientifiquement parce que c'est très compliqué. Il y a beaucoup d'autres facteurs qui jouent. Il y a l'environnement, la pollution, le stress. Évidemment, l'alimentation. Je sais que vous avez une routine alimentaire assez stricte et en tout cas organisée. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce qu'il faut manger, ce qu'il faut éviter pour une alimentation anti-inflammatoire, justement pour éviter ces réactions de la peau un peu... Oui. Je dirais pas que j'ai une routine stricte. Moi, je pense et je trouve que ça s'applique un peu à tout. C'est plus la discipline. Il n'y a pas de secret, mais c'est pour tout. C'est une hygiène de vie au global. Donc effectivement, pour moi, ça fait partie intégrante de ma routine et donc de la même manière que tous les soirs, je vais me démaquiller, faire ma routine de soins. Ça n'a pas de sens en fait si je fais tout ça bien et que par contre, je vais manger du McDo, des panini et des chips tous les jours. Donc c'est plus, encore une fois, repartir sur du bon sens et voir finalement l'alimentation comme Hippocrate le disait, finalement juste ton aliment est ton premier médicament. Et donc en fait, vraiment moi la manière dont je mange, et c'est surtout pas ni dans la restriction, ni dans le côté strict, c'est vraiment plus dans comment je construis une assiette qui finalement à la fois... Oui, c'est ça. Moi, l'alimentation, c'est ce qui me nourrit. Votre énergie. Oui, c'est mon énergie. Et du coup, et surtout en tant qu'entrepreneur, j'ai 3 enfants, j'ai un rythme assez chargé. Donc, en fait, moi, l'alimentation, je le vois vraiment comme quelque chose... oui, c'est ça qui me nourrit, mais aussi bien, du coup... de l'intérieur, et je sais que du coup ça va forcément avoir des bénéfices aussi sur ma peau. Donc je trouve que c'est hyper important et de faire comprendre qu'effectivement il n'y a pas... Alors oui, il y a des choses que nous, on va conseiller d'éviter. Donc quand on parle d'inflammation, on le sait aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de choses dans notre alimentation du quotidien qui peut être inflammatoire. Après, sans faire de généralité, tout ce qui va être les produits laitiers, le sucre, les produits transformés, l'alcool. Alors après, quand on les liste comme ça, en général, les gens disent « Ah du coup, je peux plus rien manger ». Mais l'idée, bien sûr, c'est de ne pas... je dis pas que je mange plus jamais de pain, plus jamais de fromage, pas du tout. C'est encore une fois tout avec modération. Et c'est aussi... si on cherche à régler un problème, il faut aussi s'en donner les moyens. Et je pense que c'est ça, parfois, qui est compliqué dans notre société. Je ne sais pas, mais on a envie d'avoir des résultats rapides, tout de suite, sans contrainte, sans difficulté.
Et ben moi je dis c'est pas la vraie vie parce qu'encore une fois c'est comme pour tout, comme pour le travail, comme pour vous allez pas à la salle de sport à fond pendant un mois en vous disant ah bah c'est bon je serai en forme tout le reste de l'année. Bah pour moi c'est exactement pareil pour sa peau, pour son bien-être. Ça demande d'y consacrer du temps, de l'énergie, il faut le vouloir. Mais encore une fois, on a un seul corps, une seule peau. Donc moi, je vois comme un investissement sur moi-même, quoi. Est-ce que vous questionnez parfois votre posture de vouloir transmettre des choses que vous avez expérimentées et qui ont fonctionné et de ne pas être dans le côté un peu donneur de leçons, notamment sur cette discipline qui, pour beaucoup de gens, peut sembler un peu énorme et c'est une montagne à gravir. Est-ce que c'est quelque chose qui vous questionne, ça, de comment trouver le juste équilibre ? Oui, c'est une bonne question. Je trouve que c'est pas évident et que c'est aussi pour ça que même sur mes réseaux sociaux, j'ai toujours hésité à partager qu'est-ce que je mange dans une journée, toutes ces choses-là, parce que je sais que c'est des sujets qui sont polémiques en fait. Et pour autant, c'est les contenus qui marchent le mieux. Quand on les poste sur M ou sur mon profil, c'est les contenus qui sont les plus demandés et qui performent le mieux. Mais on sent que c'est aussi un sujet, en tout cas si on parle de l'alimentation, qui déclenche beaucoup de passion. Parce que, un peu ce que je disais juste avant, en fait, si on dit et qu'on montre, quand je partage ces contenus, c'est vraiment, je me filme et donc je montre vraiment ce que je mange dans une journée. Et donc, va toujours y avoir quelqu'un qui dit « Ah bah merci, hors de question de manger des légumes toute la journée. » Enfin, il y aura toujours ce genre de choses. Et à l'inverse, vous allez voir des gens qui vont manger beaucoup plus copieusement et donc des commentaires mais ça va pas de manger comme ça. Enfin, de toute façon, c'est un peu le jeu des réseaux sociaux. Donc moi, j'ai un peu pris parti de toute façon, c'est notre philosophie, c'est la vision M, c'est ma philosophie personnelle. Donc je partage ce que je fais, mais ça ne veut pas dire que je me positionne en donneuse de leçons et que tout le monde doit faire comme moi. Et ça, je pense que c'est important et que voilà, si les gens me suivent, c'est qu'ils ont envie de venir piocher des infos, mais à aucun moment je dis c'est le régime M, le régime Mathilde Lacombe, c'est la marche à suivre. Et au contraire, je pense que je suis assez transparente, que ce soit sur mes réseaux sociaux, dans ma newsletter, c'est sur mes doutes, mes questionnements. Je suis un peu mon premier cobaye, je teste des choses, je continue à m'instruire, je viens de finir une formation sur la nutrition parce que c'est un sujet qui me passionne. Mais je pense que voilà, on n'a jamais terminé d'apprendre et donc j'apprends finalement en même temps que je partage et c'est ça aussi que je trouve intéressant. On lit souvent que la peau est un miroir du système nerveux. Est-ce que vous avez constaté ça ? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée ? Oui, et ça, c'est un des pans où j'ai mis le plus de temps à le comprendre, je pense, parce que je ne suis pas... comment dire ? C'est que je ne suis pas quelqu'un de très anxieuse ou stressée au sens vraiment... vous allez me voir et je vais être une boule de nerfs, etc. Mais moi, je vais beaucoup intérioriser mon stress et sans finalement vraiment m'en rendre compte. Et j'ai mis... l'année dernière, j'ai fait un énorme bilan de santé dans un superbe centre à Paris qui fait ça. Et c'est là où je me suis rendu compte que j'avais un taux de cortisol qui était très élevé. Et donc finalement, j'ai l'impression d'avoir découvert encore autre chose. Jusque-là, je m'étais concentrée beaucoup sur mon alimentation, ma routine de soins, toutes ces choses-là. Et là, il y avait ce pan en plus du stress, de vraiment... qui bien sûr en plus en tant qu'entrepreneur est quelque chose de assez inévitable en tant que parent, en tant que je pense qu'on a tous une dose de stress au quotidien et j'avais pas intégré à quel point finalement ça m'affectait. Alors sur la peau, oui, parce que finalement mes crises de rosacée, je les liais beaucoup à ce que je mangeais, etc. Mais en faisant le lien, je me suis rendu compte aussi que bien sûr dans les périodes où je suis extrêmement stressée, finalement c'est pas là où ma peau elle se porte le mieux, mais c'est aussi lié bien sûr le mental. De toute façon c'est à la fois un cercle vertueux, un cercle vicieux, tout est lié quoi. Vous avez changé des choses dans votre routine après ce bilan
On peut citer, j'imagine que c'est Zoï. Oui, c'est Zoï. Voilà, donc c'est pour les auditeurs qui ne connaissent pas, c'est un système de check-up extrêmement complet. On teste tous vos marqueurs pour vous faire un bilan. Et on se pose toujours la question après du suivi. Comment ça se passe une fois qu'on a toutes ces datas, toutes ces données, qu'est-ce qu'on en fait? Et pour cette question de cortisol, qu'est-ce que vous avez fait Alors ça, je suis d'accord en plus sur le suivi, et c'est un peu le petit bémol, je trouve, de ce genre d'expérience, c'est qu'effectivement le check-up en lui-même est génial, on se retrouve à la fin avec plein d'infos, et ça, moi je trouve ça passionnant parce que du coup, c'est sûr que c'est pas quelque chose que notre médecin généraliste nous aurait prescrit et appris. Mais après, effectivement, ça peut être un peu limite trop impressionnant. On se dit, mais maintenant, qu'est-ce que je fais? Pour le cortisol, moi, c'était assez vite vu, entre guillemets. C'est de toute façon ma surcharge en fait mentale de travail qui était, en tout cas à l'époque où j'ai fait ce bilan, et c'est une des raisons pour lesquelles je l'ai fait, parce que je sentais que j'étais vraiment, mon médecin m'a dit vous êtes un pied dans le burn-out, le deuxième il est vraiment pas loin, et donc je me suis dit il faut que je fasse quelque chose. Et donc qu'est-ce que j'ai fait? Très simplement, j'ai essayé au mieux de réadapter un peu ma charge de travail, et même si c'est très dur, parce qu'encore une fois, quand on est entrepreneur, en fait, si on ne le fait pas, il y a un moment, c'est bien sûr, j'ai une équipe, etc., mais il y a plein de choses que je ne peux pas déléguer. Pareil quand on est parent. Bref, ça, après, c'est un travail personnel aussi que j'ai essayé de faire sur la gestion de mon stress, et de plus m'écouter quand finalement mon corps me dit qu'il est un peu à bout et que je pousse un peu trop loin. C'est les cordonniers les plus mal chaussés. En fait, on a beau travailler dans le bien-être et savoir que c'est des signaux, non, on va quand même au bout du bout, et on se retrouve devant le mur, on se dit bah mince, j'ai un peu cramé toutes mes billes. Mais bref, du coup pour mon cortisol, c'était vraiment réadapter des choses. Moi je me suis rendu compte que je faisais mon sport à jeun tous les matins. Parce que ça va avec mon rythme, parce que sinon si je le fais pas le matin quand je me lève, j'ai aucun autre créneau pour le faire. Je me suis rendu compte que c'était pas forcément idéal pour en tout cas mon organisme, et que donc c'était mieux que je mange même un tout petit peu, que j'ai une petite portion de protéines, et ensuite de faire mon sport. En fait, c'est des petits ajustements à faire qui, si on ne l'explique pas, et si on n'a pas cette bonne compréhension de notre corps, c'est dur en fait. Et puis c'est difficile à suivre aussi, parce qu'on entend beaucoup de choses. On prône le jeûne intermittent, donc on se dit c'est super si je commence en faisant du sport, mais on parle pas de cet effet de cortisol justement quand on fait des trainings à intensité assez élevée à jeun. Enfin, je pense qu'aujourd'hui pour les consommateurs et la population, c'est un peu difficile de s'y retrouver aussi. Je pense que c'est hyper dur, et même moi la première, je me le dis, pourtant je suis quand même bien informée, bien placée pour avoir pas mal d'informations, et c'est très dur en fait de se fixer vraiment une ligne directrice, et de ne pas être un peu happé par alors je sais pas si c'est des tendances, mais en tout cas il y a tellement de voies différentes que c'est pour ça que j'ai bien aimé aussi aller faire ce bilan. Je me suis dit bon, au moins comme ça j'ai un médecin, il me fait un peu un plan de route que je suis, et après il y a aussi quand même beaucoup de l'intuition, et d'être capable de s'écouter autant que possible, même si parfois c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que finalement, quand on est happé dans un quotidien, encore une fois, on a beau avoir des petits signaux, on se dit bon, c'est pas très grave, je m'en occuperai plus tard. Donc, encore une fois, je sais que j'ai encore toute cette data de ce bilan que j'ai fait il y a bientôt, ça fera 1 an à la rentrée, mais il y a encore des sujets sur lesquels j'ai pas eu le temps vraiment de me poser, de refaire des analyses, des prises de sang pour savoir ce qui avait changé ou pas. Je sais que mon cortisol, ça va beaucoup mieux, parce que j'ai vraiment travaillé, j'ai pris l'ashwagandha, j'ai travaillé aussi sur ce stress, mais c'est un travail permanent de toute façon. Pour moi, Mathilde, en vous observant, je trouve que vous avez un profil d'entrepreneur très à l'américaine, et sur ce côté prévention particulièrement, parce qu'en France, on a tendance, historiquement, on a une très bonne médecine curative. Je pense qu'on est l'un des pays avec la médecine curative la plus performante au monde, et enfin par le remboursement, etc. Donc on a un peu délaissé
cette idée de prévention quand même, ce que les États-Unis, avec un système totalement différent, font déjà depuis plusieurs années. Est-ce que vous sentez que la société française évolue dans ce sens ? Oui, je pense. Et moi, je trouve qu'encore plus que les États-Unis, je trouve que c'est l'Asie qui est beaucoup plus pionnière là-dessus, parce que vraiment, eux, la prévention, j'ai l'impression que tout ce qu'ils font est lié à ça. En fait, c'est encore une fois leur mode de vie, la façon dont ils mangent, la médecine chinoise. Je trouve que c'est assez. Alors disons qu'en Asie, c'est peut-être plus culturel, alors qu'aux États-Unis, c'est aussi plus un besoin économique. Exactement. On peut pas se permettre d'être malade. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais alors du coup, je trouve que l'Asie, voilà, ce que je trouve très fascinant, c'est, voilà, comme vous dites, c'est ce côté culturel et finalement même, je crois, on m'avait dit, on a un médecin, mais on le paye que quand on tombe... Quand on va bien. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Et quand donc, on est malade, on le paye exactement. plus. Ouais, tout à fait. Et donc ça, c'est quand même assez incroyable. Alors que en France... Donc oui, en France, bien sûr, je pense que ça évolue, mais c'est encore... c'est ça aussi qui parfois est compliqué, c'est qu'on est à la fois, en tout cas, par exemple, nous, chez M, on a ce côté où on est dans le partage, l'information, il y a tout un pan, en fait, aussi d'éducation, parce que ça sert à rien de dire à quelqu'un prends des probiotiques chaque matin et crois-moi, ça ira mieux. Enfin, il faut aussi expliquer, comprendre pourquoi on fait les choses. Et je pense qu'en France, il y a encore quand même... des gens... Par principe, on est réticents. Par principe, on est réticents. Voilà, je n'osais pas trop le dire, mais c'est un peu ça. En fait, les Français, voilà, par principe. Donc, nous, on a lancé nos premières boissons collagène il y a 6 ans. Voilà, par principe. Il y a beau avoir des études cliniques, c'est prouvé. Non, il y aura quand même des gens qui vont montrer par A plus B que non, ça ne sert à rien, que les compléments alimentaires, ça ne sert à rien. Donc après, j'ai envie de dire, encore une fois, c'est tellement... on n'oblige personne, en fait, à faire les choses et c'est sa santé, son corps, sa vie. Donc, en fait, c'est aussi faire les choix qui nous conviennent et qu'on a envie de faire pour soi et son futur. Et moi, au contraire, je trouve qu'il y a un truc assez... qui fait du bien dans le fait de se dire qu'on peut avoir le contrôle ou en tout cas une forme de maîtrise sur la façon dont on va vieillir, dont notre corps peut changer, enfin que ce soit par le sport, l'alimentation, c'est qu'en fait c'est pas une fatalité. Moi parfois je pense que, alors c'est parce que c'est pas mon tempérament, mais j'aime pas ce côté un peu défaitiste où on va me dire ah mais c'est dans mes gènes, ah mais de toute façon tout le monde est comme ça dans ma famille. Surtout qu'on sait que c'est pas vrai. Et c'est pas vrai, en plus, c'est ça. Quand on sait que finalement, les gènes, c'est quoi ? C'est même pas 20%, je crois, à la façon dont finalement notre corps va vieillir, se comporter. Donc, c'est on a quand même 80%. C'est en notre pouvoir. Bien sûr, je parle pas des maladies ou toutes les choses très graves qui peuvent nous tomber dessus, et même si on fait tout bien. Mais en tout cas, voilà, moi je trouve que c'est assez chouette si justement on renverse un peu la façon dont on voit les choses et de se dire bon bah c'est super, tout ce que je mets en place, tout ce que je fais, finalement ça sert mon moi de demain et ma vie de demain. Et alors je me fais un peu l'avocat du diable. Est-ce que le bien vieillir ne serait pas finalement une injonction de plus aujourd'hui ? Alors on pourrait dire ça si on le voit comme bien vieillir, rester jeune à tout prix. Moi, je le vois plus vraiment comme en fait un investissement sur plus comme une philosophie de vie, de me dire c'est une chance de vieillir. Mais par contre, oui, j'ai envie de bien vieillir. On est nombreux à avoir des parents, des grands-parents ou la famille peut-être qui vieillit pas très bien. Je trouve que justement quand on a nos âges et on prend conscience vraiment de ça, de se dire que finalement c'est dès maintenant qu'on peut agir et qu'il n'est pas trop tard et que en fait le temps il passe vite, mais on a un peu de pouvoir entre les mains. Donc moi, c'est un peu tout ça. Moi, j'ai des enfants. Je dis souvent, j'ai envie d'être en bonne santé le plus longtemps possible pour en profiter et puis pour profiter de ma vie tout court. Et je pense qu'il y a un peu cette... alors pareil, est-ce que c'est français ou pas ? Je ne sais pas, mais on se rend compte quand même aujourd'hui, avoir 50 ans, 60 ans,
aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec avoir 50 ans, 60 ans, je sais pas, il y a même 40, 30 ans. Enfin, en fait, c'est fou à quel point ça a changé. Je parle pas que physiquement, mais vraiment l'état d'esprit. Et on se rend compte que le corps, c'est assez incroyable. Moi, ça m'inspire beaucoup et finalement, je me rends compte que je suis beaucoup plus alors, c'est surtout des femmes, mais des femmes justement qui sont plus âgées que moi, des femmes qui ont 50 ans, 60 ans, parce que je me dis, c'est super en fait d'avoir aussi des modèles, de ne pas prendre des conseils que de gens qui ont 30 ans, qui finalement n'ont pas encore vécu toutes ces choses-là. Donc non, moi le bien vieillir, je le vois pas comme une injonction en plus. C'est pas quelque chose, oui, qu'il faut subir et se dire oh là là, en plus il faut bien vieillir. C'est au contraire, voyez-le comme une chance de vous dire que aujourd'hui, si vous avez 20, 30, 40, mais même 50 ans, enfin de toute façon, il n'est jamais trop tard pour se prendre en main, entre guillemets, mais au contraire, dites-vous que la vieillesse n'est pas une... c'est une fatalité. Oui. C'est une fatalité dans le sens où, oui, bien sûr, on va tous mais on peut vieillir. Moduler la manière dont on vit. C'est ça. C'est pas se dire, en fait, à 70 ans, je finis comme un petit vieux et j'ai plus rien... mon corps, tout me fait mal, j'ai plus aucun goût à la vie, il n'y a rien qui me... Non, en tout cas, j'espère... ne pas le vivre comme ça dans quelques années. Alors vous mentionnez cette idée d'avoir des modèles plus âgés. Comment vous positionnez par rapport au vieillissement cutané ? Est-ce que vous acceptez l'idée d'avoir des premières rides ou vous cédez aux sirènes du Botox ? Quel est, vous, votre rapport à ça ? Non, alors non, je ne cède pas aux sirènes du Botox, en tout cas pas pour le moment, pas d'injection, toutes ces choses-là. Je pense que c'est aussi avec M ce qu'on essaye de... Alors, pas de prôner, mais de faire passer comme message. Et encore une fois, c'est pas du tout dire on est anti-injection, etc. Mais c'est plus, voilà, par un mode de vie et par faire comprendre qu'en fait, par une multitude d'actions, on peut, encore une fois, bien vieillir et avec des gestes simples, avoir une peau... qui vieillit bien le plus longtemps possible sans nécessairement avoir besoin, sauf si encore une fois c'est un choix très personnel, on a envie et on se sent mieux quand on fait des injections. Mais c'est vrai que moi, du coup, pour répondre à votre question, oui, après j'ai que 37 ans, donc peut-être on en reparle dans 10 ans quand j'ai beaucoup plus de rides et que finalement j'assume pas du tout. Là, c'est sûr que aujourd'hui, je suis contente de ma peau. Après, j'en prends soin et c'est souvent ce que je dis. Moi, je suis tellement focus sur ma rosacée que finalement, en fait, les rides, j'ai envie de dire, ça viendra peut-être après. Mais alors, on va le dire quand même pour nos auditeurs qui vous auraient dans les oreilles et pas en vidéo. On a quand même, je pense, la meilleure ambassadrice en face de nous. Enfin, vous avez une peau aussi éclatante, donc on verra dans quelques années, mais pour l'instant, ça a l'air de fonctionner. Mais en tout cas, oui, voilà, sur le vieillissement, c'est ce que j'ai que 37 ans. Et après, moi, je dis toujours, porter un SPF. On me demande hyper souvent, je pense que c'est une des questions, même au service client, quelle est la meilleure crème anti-âge ? C'est quoi ta routine anti-âge ? Et je dis toujours la même chose, porter un SPF. C'est le facteur principal de vieillissement de la peau. On a tendance à l'oublier. Et donc finalement, porter un SPF, c'est des gestes simples en fait. Même l'hiver. Même l'hiver. Moi, je porte un SPF, mais j'habite à Reims, donc il fait pas spécialement beau, mais tous les jours de l'année. Et je pense, depuis que j'ai 25, 26 ans. Donc c'est un geste que j'ai pris tôt. Mais pareil, tout à l'heure, on parlait des Asiatiques. Eux, c'est culturel aussi. Chez eux, ils sont connus aussi pour cette... Ils ont des peaux assez incroyables, lisses, ils se protègent énormément du soleil. En fait, il n'y a pas de secret. Il y a un moment, c'est des pratiques simples à intégrer dans son quotidien. Est-ce qu'il y a encore une idée, un préjugé ? Enfin, d'après vous, qu'est-ce qu'on ne comprend pas encore sur la peau aujourd'hui ? Je pense qu'on en est encore quand même qu'au tout début, finalement, de cette approche globale que nous, on a chez M, de vraiment ce côté très 360 et de comprendre que la peau, ce n'est pas juste une question d'une routine de crème, etc. C'est bien plus global que ça. Et je pense qu'on en est vraiment qu'au début. Nous, on nous a toujours dit qu'on avait ce côté
pionniers sur cette approche. Et quand on dit M, le soin de la peau réinventé, c'est ça, c'est de dire le soin de la peau, c'est bien plus que juste votre sérum et votre crème et votre SPF. Et donc, je pense que c'est encore ça qui est, en tout cas, dans toute une phase de la population, parce que ça demande plus d'efforts, en fait, parce que ça demande plus de temps, et parce que, voilà, comme on n'a pas ce message de dire vous avez des boutons, voilà, une crème miracle. Vous avez des rides, voilà, une crème miracle. Non, c'est une philosophie de vie. Il faut avoir envie de se questionner, de s'interroger sur ses choix, de les remettre en question, de mettre en place des routines, d'avoir une discipline, de s'y tenir. Et donc, je pense que c'est en ça où peut-être c'est encore mal compris, où les gens le comprennent, mais n'ont pas encore envie de s'y mettre et de l'admettre. Je ne sais pas, mais moi, je dirais que c'est ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, une question à laquelle vous n'arrivez pas à répondre, une incohérence par rapport à la peau, où vous vous dites ça je comprends pas pourquoi? Bonne question. Est-ce qu'il y a quelque chose où je me dis ça? Je pense que moi, ce qui m'intéresse beaucoup quand on parle de vieillissement cutané, c'est finalement, on a l'impression qu'il y a des ingrédients miracles qui arrivent chaque mois dans les crèmes, et finalement, je trouve qu'une approche, revenir vraiment à des choses simples et des choses qui ont été prouvées, donc que ce soit du collagène à boire, mais surtout le rétinol, la vitamine C, le SPF, et finalement, une fois qu'on reste là-dessus, moi, plutôt, du coup, mon incompréhension, peut-être, ça serait sur mais pourquoi trop à force de vouloir trop chercher le nouveau truc miracle, on s'y perd, et donc, en fait, pourquoi tout ça? Ce qui a été nourri aussi par une industrie à laquelle je me permets, vous avez contribué. Oui. Cette idée des box beauté, par exemple, et moi, j'ai été très cliente de ça très jeune, finalement, où on a fait toucher un peu à tout, à des très jeunes profils, à se mettre à avoir des routines en 7 étapes sur des peaux qui avaient 18 ans, pas adaptées. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir aussi comment cette industrie de la beauté se renverse un peu, et en même temps avec ce paradoxe des Sephora Kids qui veulent toujours plus. Donc on est là encore à une croisée des chemins, j'ai envie de dire. Mais c'est pour ça, c'est intéressant ce que vous dites, et je pense à Birchbox aussi, une des raisons pourquoi moi je suis partie, c'était à la fois le côté entrepreneur, c'était la fin d'une histoire, et je pense qu'en tant que femme consommatrice, je me retrouvais plus dans cette façon de consommer la beauté qui, quand on a lancé Jolie Box, c'était vraiment ce côté plutôt curation, les marques niches qu'on n'arrivait pas à avoir en France. C'était vraiment plutôt partir de ça. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a tellement aussi une mondialisation de la beauté. Enfin, quasiment toutes les marques sont accessibles partout. Donc, c'est plus trop ça le sujet. Et que oui, je pense qu'avec la multiplication des marques et des tendances, et du coup on a trop complexifié nos routines, et c'est aussi ça que je cherche à faire avec M, c'est finalement revenir un peu à l'essentiel, à du bon sens, à des choses simples. Et donc voilà, c'est pour ça juste c'est ça, je m'arrêterai là. Revenir à l'essentiel et au bon sens, en fait. Mathilde, avant de nous quitter, j'aimerais bien vous poser les questions signatures de la formule longévité, auxquelles je vais vous demander de répondre aussi instinctivement que possible. Ok. Alors, si vous aviez une machine à remonter le temps et que vous pouviez revivre une année de votre vie, quelle année choisiriez-vous ? Sur le plan pro, du coup, je vais répondre, je dirais l'année de 2018, la création de M. Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, les débuts, il y a quand même une petite dose d'adrénaline qui est assez incroyable. Alors, vous y avez un peu répondu, mais est-ce que c'est important pour vous de vivre longtemps ? Oui, c'est important, parce que surtout pour mes enfants. Et enfin, quelle est votre formule longévité pour une vie aussi sereine et épanouie que possible ? Je pense que c'est, encore une fois, être capable d'être heureux et de faire des choix de vie qui vraiment nous permettent d'être épanouis aussi bien professionnellement que personnellement. Merci beaucoup Mathilde pour ce regard sensible et éclairé sur tout cet univers. Où est-ce que nos auditrices et auditeurs peuvent vous retrouver, être au courant de vos actualités ?
À titre perso, du coup, elles peuvent me retrouver sur Mathilde Lacombe sur Instagram. M, c'est M Skincare. Et voilà. Et un livre bientôt ? Et un livre bientôt, en septembre. En septembre. Sur le pouvoir incroyable de la nutrition, justement. Super. Merci beaucoup, Mathilde. Merci. À bientôt. À bientôt. Quant à vous, chères auditrices et auditeurs, je vous remercie du fond du cœur d'avoir écouté ce nouvel épisode de la Formule Longévité. J'espère que vous avez appris plein de choses et que vous aurez envie d'aller creuser encore plus loin. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à votre famille, vos amis et à le noter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais pour nous, ça compte beaucoup. Et pour être au courant des prochains épisodes, abonnez-vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao! Thank you.